En live, écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui donc avec notre invité, Victor. Bonjour. Victor Douek, donc CEO de Celsea. On enregistre aujourd'hui depuis Bordeaux, évidemment la plus belle ville de France, on est d'accord? Bien sûr, évidemment. J'espère que ça ne va pas déplaire trop aux Parisiens. On va attendre quelques minutes. Alors on a déjà un tout petit peu de retard, je ne sais pas, mais on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde s'installe. Qui puissent aussi ouvrir, ou en tout cas peut-être manger leur déjeuner. En tout cas, bref, on va attendre un tout petit peu. On est plus de 300 inscrits aujourd'hui et on va faire un live. Donc n'hésitez pas à intervenir en direct, posez vos commentaires. Je les vois en direct, donc je pourrai répondre et puis Victor pourra y répondre aussi. C'est tout l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire un live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous nous suivez, si vous êtes à Paris, à Bordeaux, en province, peut-être à La Rochelle aussi. J'espère. Il y a peut-être une partie des équipes de Victor qui sont à La Rochelle et qui suivent tout ça. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va rester ensemble, Victor, entre 45 minutes et 1 heure. On va aborder pas mal de sujets. On va aborder surtout cette success story qui a été la session de celle-ci à Team System, une success story de la tech provinciale, on peut dire un peu comme ça, parce que c'est quand même assez rare et je pense qu'il faut le souligner. Donc on va parler évidemment aussi de ce qui s'est passé il y a 3 ans, levée de fonds, stratégie de croissance, et évidemment l'exit qu'il y a eu il y a maintenant 3 mois 3 mois, quasiment. Ouais, 2 mois et demi. Donc écoute, ce qui a fait quand même l'actualité et encore une fois un super succès. Alors c'est assez marrant, je pense qu'on va peut-être commencer maintenant, je sais pas, est-ce qu'on y va? On va peut-être attendre encore quelques secondes. Mais tu vois, en préparant ce live, c'était assez marrant parce que j'ai eu pas mal de CEO qui sont venus me voir et qui m'ont dit pour moi, faire une stratégie de croissance, c'est quelque chose que je fais quand j'ai une certaine assise financière. C'est-à-dire que j'attends de faire 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires pour y aller. Et en fait, la réalité, c'est que c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie et que faire du build-up, faire de l'acquisition peut être une façon d'accélérer, une façon assez forte et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un chiffre d'affaires énorme pour pouvoir le faire, quoi, tout simplement. Pas forcément. Je Ouais. pense que après chaque stratégie, chaque boîte est peut-être un peu différente là-dessus. Nous, on a quand même attendu. Ça a toujours été quelque chose qu'on avait en tête depuis même les débuts quand j'ai rejoint la boîte il y a maintenant 10 ans. Mais on a quand même attendu d'avoir une certaine taille critique. On doit être autour de 7-8 millions de chiffre d'affaires quand on a commencé à vraiment y aller. Ouais. Non, mais c'est sûr que je pense qu'il faut connaître son marché, comprendre ses clients et puis voir quels sont les potentiels qu'il peut y avoir dans le build-up. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas autour de moi et les CEO avec qui je parle. C'est voilà, on peut mettre en place cette stratégie-là. Il n'y a pas besoin d'être une boîte du CAC 40, en tout cas pour le faire. Complètement. Donc j'espère que tout le monde est là. On va passer 1 heure ensemble. On va donc aborder la levée de fonds avec PSG. Ça va être un sujet à part entière et la stratégie avec PSG. On va aussi aller un peu plus dans les coulisses, comprendre comment toi tu as vécu les choses, que ce soit sur cette levée ou sur les acquisitions qui ont été réalisées. Et dans un dernier temps, on va essayer aussi de parler des apprentissages, parce que je pense que c'est aussi tout le sujet de ce live, c'est de comprendre voilà, ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu mieux faire, évidemment, toi et tes équipes. Et c'est vraiment, je pense, des learnings très très intéressants pour les gens qui nous écoutent et pour les personnes qui voudraient mettre en place ce genre de stratégie. Donc voilà, ça va être beaucoup de learning, beaucoup d'expérience et je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui et qu'on puisse en discuter. On va y aller, je pense que tout le monde est installé, c'est bon? Parfait. Alors, Victor, 3 années bien remplies? 3, 4, 10 même. Ouais, 10 années, bon. Voilà, tu vas nous parler de cette histoire. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, peut-être te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que très peu de personnes ne te connaissent pas, mais présente-toi un petit peu et je pense que tu peux aussi parler aussi de Celsea, comment toi tu es arrivé chez Celsea et ces sujets-là.
Carrément, et encore merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir partager ça avec vous. Moi, je suis Victor, je suis le CEO de Celsi. Celsi, on n'est pas tout jeune sur le marché du SaaS en France, parce que c'est une boîte qui va fêter ses 17 ans. On a été créé en 2009 à La Rochelle, ce qui, à l'époque, était très audacieux, on va dire, d'aller créer une startup tech à La Rochelle. L'écosystème tech parisien était encore très peu structuré. Mais évidemment en province et particulièrement une ville comme La Rochelle, encore moins. Et moi, je ne suis pas le fondateur de celle-ci. Moi, j'ai rejoint celle-ci quelques années après la création. Je suis arrivé il y a maintenant 10 ans aux côtés des fondateurs qui avaient créé au début une solution SaaS pour les entrepreneurs, une solution de facturation initialement. D'ailleurs, on était vraiment un des pionniers vraiment dans le SaaS sur ces sujets en France, voire même en Europe. Et puis, petit à petit, la solution est devenue beaucoup plus complète. On est venu, en fonction des feedbacks de nos clients TPE, PME, y apporter de nouvelles briques, la gestion des achats, la gestion des ventes, donc le CRM. On a ramené aussi toute une partie solutions de caisse, solutions e-commerce, même à un point on a commencé à avoir beaucoup de solutions. On a fini par rationaliser après, mais vraiment avec cet objectif d'avoir une solution complète pour la gestion commerciale et financière des TPE PME. Et donc aujourd'hui on est présent à La Rochelle, et puis évidemment aussi à Bordeaux. C'est pour ça qu'on est à Bordeaux. Moi j'habite Bordeaux maintenant. On a ouvert ce bureau à peu près pendant le Covid, pour plusieurs raisons, pour pouvoir avoir un autre hub, on va dire, pour attirer des talents, parce qu'on parlera peut-être un peu des talents, mais La Rochelle, ça a énormément d'avantages, notamment quand on y est, mais c'est pas toujours simple de venir y travailler, notamment en famille, avec un conjoint qui va peut-être chercher du travail aussi. Donc, on a eu un moment certaines difficultés à recruter tous les profils qu'on voulait à La Rochelle. Donc, on a ouvert ce bureau à Bordeaux aussi pour avoir une deuxième option. Et puis, on a aussi un bureau à Barcelone, puisqu'on a fait une acquisition en Espagne. Donc voilà, donc on a dans le périmètre de celle-ci aujourd'hui 180 collaborateurs, et on accompagne plus de 20 000 clients TPE-PME en France et en Espagne. Super, merci beaucoup. C'est un moment, tu parlais des talents, je pense qu'on en parlera. Parce que le choix de se dire d'ouvrir un hub à Bordeaux au lieu de l'ouvrir à Paris, finalement, était quand même un choix assez courageux. Nous, on a toujours voulu, je me suis toujours battu pour ça, de ne pas faire de bureau à Paris. Ça n'a pas toujours été simple, mais je ne regrette pas parce que je pense que du coup, ça a vraiment été un ADN assez différenciant pour nous et une vraie proposition de valeur d'avoir des bureaux à La Rochelle, à Bordeaux, dans un cadre qui soit vraiment sympa, et à Barcelone aussi. Donc voilà, 3 villes, je pense, très attractives aujourd'hui. Et alors, on va encore reparler, mais j'ai quand même une question sur ça. Est-ce que tu as senti que ça faisait la différence, par exemple, sur les techs, côté tech, côté produit, pour recruter, puis même de manière générale, marketing, ops? Complètement. Je pense que et d'ailleurs, c'est pas juste le choix des villes, c'est aussi les bureaux et même la proposition de valeur pour les employés qu'on a au global. Voilà, sur le télétravail, sur le fait d'avoir aussi des bureaux qui sont des bureaux vraiment sympas. À La Rochelle, on est au bord de la mer, dans les mêmes bureaux depuis 10 ans. Voilà, on voit par la fenêtre les bateaux, la plage. À Bordeaux, on a une grande terrasse de 100 mètres carrés où on voit les toits de la ville. Enfin, voilà, donc on a vraiment aussi fait ces choix d'avoir des lieux de travail vraiment attractifs. Donc oui, ça joue, très clairement. Ça joue sur tous les profils. Je pense que sur les profils tech, nous, on n'a pas... il y a eu une vraie mode du full remote. Je pense chez les profils tech, nous, on a voulu prendre un peu le contre-pied de ça en disant, voilà, nous, on va investir dans nos bureaux, on va investir dans les lieux de travail. On reste flexible. Chez nous, les salariés ont jusqu'à 3 jours de télétravail, mais on a quand même une vraie culture du présentiel, parce que voilà, ça fait partie de la culture de la boîte. C'est comme ça qu'on a créé des liens. C'est aussi comme ça qu'on partage de l'info. Donc voilà, on trouve cet équilibre entre le présentiel et le remote. Non, super intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'heure. On va mettre un peu les pieds dans le plat directement. Ça me va. Et parler de cette levée de fonds avec PSG. Et de la thèse d'investissement. On se connaît un peu, on a eu l'occasion d'en parler un peu, mais j'aimerais bien que tu puisses nous amener en fait tout ton éclairage sur pourquoi cette levée, pourquoi faire de la croissance externe finalement à ce moment-là et pas de la croissance organique. Quel était le cheminement finalement intellectuel et comment vous en êtes arrivé là, quoi. En fait, cette levée de fonds, elle vient après une série A qu'on avait réalisée 4 ans auparavant, donc série A en 2017. Et ensuite, on a eu toute une période
assez particulière qui a été la période des confinements et Mhm. du Covid, qui a été pour nous, qui a eu deux trajectoires. La première, ça a été une grosse trajectoire de stress, évidemment, comme toutes les boîtes, je pense, en France et dans le monde de manière générale. Et puis, assez vite, une opportunité parce qu'on a vu une accélération de la digitalisation des TPE-PME. Pourquoi? Parce qu'une solution comme la nôtre, ça a apporté des réponses très concrètes et, dans certains cas, assez obligatoires pour des entreprises qui étaient amenées à devoir travailler à distance, là où elles travaillaient avant en présentiel, parfois un peu à l'ancienne avec du papier. Voilà. Bien sûr. Donc du coup, on a vu une accélération de la digitalisation, on a vu une accélération de l'équipement de solutions comme la nôtre. Donc on a vu une opportunité d'accélérer. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a fait cette levée de fonds. Et je dirais qu'il y a deux autres points. Le premier, ça a été l'international. Celle-ci, on avait fait dans le passé deux tentatives de lancement à l'international, deux tentatives ratées, on y reviendra après peut-être. Et le troisième sujet, c'est le sujet des acquisitions. Pourquoi? Parce que justement, pour se lancer à l'international, on avait cette fois-ci l'ambition de faire une acquisition, parce qu'on pensait que c'était le bon modèle pour nous. Et puis aussi parce qu'on voulait étendre notre produit, notre offre auprès de nos clients via des acquisitions, on y reviendra aussi, parce qu'on pensait que c'était le bon moment et le bon timing, qu'on était prêt à absorber ça. Donc, cette levée de fonds, elle s'est faite dans ce contexte-là. Du coup, on a plutôt ciblé des fonds qui étaient capables de nous accompagner sur des acquisitions et sur du lancement à l'international. C'était vraiment un critère pour nous qui était clé. Et donc, on a décidé de travailler avec PSG, qui est rentré au capital du coup fin 2021, et qui vraiment avait une expertise très forte déjà aux États-Unis, puisque c'est un fonds américain. Ils avaient plusieurs dizaines de sociétés en portefeuille aux US. Et donc avec vraiment ce modèle d'accompagner des sociétés dans du build-up, dans des acquisitions. Et ils venaient de se lancer depuis quelques années en Europe. Et donc on a été plutôt attiré par ce modèle qui s'est avéré être effectivement très efficace sur le M&A. Ok. Et alors c'est intéressant parce qu'on va revenir sur le tout début et on va en parler maintenant. C'est le sujet de l'international. Ouais. Vous avez essayé de faire ça tout seul, globalement, enfin en organique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le sujet? Parce qu'il y a vraiment un arbitrage entre faire de la croissance externe et le faire en organique. Et je pense que cette expérience, ce learning est hyper intéressant pour tout le monde. Carrément, même si je pense que mon expérience n'est peut-être pas la recette à appliquer, Ouais. mais en tout cas chez nous, c'est vrai que le lancement de l'international organique a été un échec deux fois. La première fois, on a voulu se lancer aux US. Ça, c'était au tout début de celle-ci, quelques années avant que j'arrive, donc 2013, 2014. On avait lancé une activité aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le produit marchait très bien en France. On commençait à acquérir des centaines de clients. Et évidemment, le marché américain était le marché attractif pour la plupart des entrepreneurs parce qu'on y voyait une opportunité de scaler très vite. À l'époque, le marché n'était pas structuré de la même manière. Mais malgré tout, je pense qu'on ne connaissait pas suffisamment bien le marché US pour être capable d'évaluer surtout la concurrence et le niveau d'investissement nécessaire, parce que c'était ça le vrai sujet pour nous. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément le niveau d'investissement suffisant pour pouvoir tenir sur ce marché extrêmement exigeant, extrêmement rémunérateur si on y arrive, mais extrêmement exigeant. Et donc, on a fait marche arrière assez vite. Moi, c'est une première chose que j'ai fait quand j'ai rejoint la boîte, ça a été effectivement d'arrêter le bureau US qui nous coûtait beaucoup d'argent. On a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui, à l'époque, au regard de la taille de celle-ci, puisqu'on faisait à peine quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, étaient des très gros montants. Donc voilà, ça a été le premier échec. Je pense que c'était aussi une bonne manière de tester et d'apprendre de nos erreurs. Et puis, on a voulu y retourner quand même, parce qu'on était un peu frustrés de la première fois et qu'on n'a pas totalement appris, un peu, mais qu'on s'est dit qu'on avait suffisamment appris pour faire les choses, en tout cas de manière plus efficace. On a fait une série A, donc en 2017, j'en parlais juste avant, on avait levé 7 millions d'euros à ce moment-là. Et donc, on avait du cash à investir avec une thèse aussi de lancer l'international. C'était vraiment un des aspects pour lesquels on avait fait cette levée de fonds. Et donc, on a voulu se relancer. On avait ciblé cette fois-ci le Royaume-Uni pour plein de raisons, taille de marché, des sujets de langue, puisqu'à l'époque, celle-ci était déjà traduite en anglais et qu'on y a vu une opportunité aussi. Et on s'est encore planté.
Donc 2 fois en quelques années. Cette fois-ci, on a réussi à arrêter suffisamment vite, mais on a dû, pareil, fermer le bureau. On avait pas vraiment un bureau, mais on avait une équipe voilà, qu'on a fermé quelques années après. Pareil, je pense que c'était pas le bon marché pour nous. On Oui. n'avait pas suffisamment anticipé les évolutions de produits aussi, qui étaient nécessaires pour lancer un marché comme le UK. D'ailleurs, n'importe quel marché, puisque nous, on est quand même sur une solution qui est en partie régulée, en partie avec des sujets comptables, des sujets fiscaux, donc très localisés. Donc notamment tous les aspects autour de la facturation, de la pré-comptabilité, où en fait ça demande des localisations de produits assez importantes. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément prêt à faire ces localisations-là, et donc on s'est Ouais. recentré sur notre marché historique, notre marché cœur, qui était le marché français. Ok. Voilà, donc ça a été... Et de faire ça, c'est-à-dire ça prend de l'énergie aussi sur le core business français. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris des gens qui sont américains ou anglais et qui ont essayé de développer, ou est-ce que vous envoyez des gens on va dire, du siège pour aller développer dans un pays externe? On a tout fait. Vous avez tout fait? Ok. On a Ouais. tout fait, mais on était aussi, je pense, dans une maturité à ce moment-là, je pense aux US entrepreneuriales qui n'était pas du tout la même que quand on a fait notre CEA, qui n'était pas Ouais. du tout la même que quand on a fait la levée de fonds d'après. Donc je pense que ça a été des apprentissages. On a d'abord envoyé, effectivement, quand on a lancé les US, on a envoyé un Français qui était notre meilleur commercial, Ouais. qui parlait anglais. On lui a dit qu'il avait envie d'aller aux US aussi. Allez, On let's lui a go, dit, quoi. allez, let's go. Ouais. Évidemment que ça a été très compliqué parce que culturellement, il a dû s'adapter. En plus, il était seul. Il a dû recruter une petite équipe. Il n'avait pas forcément aussi les moyens et l'expérience pour le faire. Donc voilà, c'était difficile. Quand on a lancé le UK, on a recruté pour le coup des natifs anglophones, principalement britanniques, qui travaillaient depuis La Rochelle, mais qui se déplaçaient régulièrement. Voilà, mais ça ne suffisait pas. Ouais, Une c'est force sûr. commerciale ne suffit pas à lancer un nouveau marché, c'était ce qu'on a appris, et je pense qu'on n'a pas suffisamment mis le focus sur le produit à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on avait évidemment une roadmap sur le marché français qui était très exigeante, que ça restait notre cœur de marché. On a voulu être opportuniste, ça ne suffisait pas. Ouais, je comprends. Bon, après, ça pourrait être, je pense, l'objet d'un live d'une heure sur l'internationalisation, donc on va pas y passer trop de temps. Mais complètement, mais en tout cas, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'était un vrai sujet et ça nous a vraiment appris où mettre le focus, et c'est là où le sujet des acquisitions pour nous est né et qu'on a vraiment bien creusé ce sujet en disant ok, on pense que là c'est la bonne opportunité, et il se trouve que cette fois-ci ça a bien marché pour nous. Ok, très bien. Je vais revenir sur le sujet PSG, et ce qui est très intéressant, c'est que tu disais que en fait vous avez choisi PSG parce que c'est des spécialistes de ce genre de stratégie. Et on en avait un peu discuté aussi, ils ont finalement une façon de fonctionner qui est hyper intéressante pour celle-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ils fonctionnent et comment ils vous ont aidé vraiment à mettre en place ces stratégies de croissance externe? Complètement. Nous, on est arrivé avec un plan en 3 parties. Un plan de croissance organique, j'en parlais juste avant. Il y avait vraiment une accélération sur notre marché avec la digitalisation des TPE-PME, la facturation électronique qui venait en France. Donc ça, effectivement, ils ont d'abord investi sur ce plan organique, et c'est pour ça qu'on a fait une grosse partie de cette levée de fonds. Et puis ensuite, on a eu un plan en 2 temps, un plan sur le lancement de l'international et un plan sur du M&A dans lequel on avait déjà commencé à cibler des boîtes qui pouvaient être pour nous des add-ons ou des lancements de nouveaux marchés. PSG là-dessus, pareil, a complètement adhéré à notre stratégie, voire même eux, ça faisait partie de leur playbook pour acheter une boîte, c'est de se dire ok, on va créer ce qu'on appelle une plateforme, et puis on va faire des add-ons sur cette plateforme qui vont être des M&A plus petits généralement, et qui vont venir compléter la stratégie de la boîte. Nous, la stratégie, elle était vraiment en 2 points. Un, pouvoir avoir un produit qui soit plus large, qu'on puisse proposer à notre base de clients existants. À l'époque, on avait 6000 clients, je crois, TPE, PME sur le marché français, et puis des lancements de nouveaux marchés. Leur approche là-dessus, elle est assez intéressante parce que je dirais que la première difficulté du M&A, c'est le sourcing. C'est-à-dire que nous, on avait identifié quelques cibles, des boîtes qu'on connaissait parce qu'on travaillait déjà avec elles, parce qu'elles étaient déjà intégrées avec celles-ci. Mais évidemment, on n'avait pas une connaissance du marché 100% exhaustive. Et PSG avait vraiment une équipe dédiée, vraiment une équipe M&A qui ne faisait que du sourcing. Donc, ça veut dire que donc des commerciaux qui appelaient directement des fondateurs et des dirigeants, qui allaient mapper le marché en fonction des critères et de la roadmap qu'on leur donnait
sur le marché français, mais également le marché espagnol, on a regardé le marché allemand, italien, etc., etc. Donc super intéressant d'avoir ça, super puissant, puisque ça nous permettait finalement, et à moi notamment, de ne parler qu'à des boîtes qui étaient déjà Ouais. préqualifiées. Non, mais c'est exceptionnel en termes de Exceptionnel. gain de temps. Exceptionnel. Donc c'est évidemment un fonds qui va amener de l'argent, mais qui amène beaucoup d'expertise Complètement. et de process et de méthodo pour aller plus vite. Complètement. Parce que toi, comment tu l'as vécu? Parce que le sujet, c'est effectivement, bon, il y a tout ce process pour aller choisir les bonnes cibles. Bon, très bien, mais comment toi, tu l'as vécu en tant que CEO? Comment ça t'a impacté en termes d'énergie, en termes de potentiel défocus? Parce que la réalité, elle est là. C'est que quand tu fais ça, tu te défocuses un petit peu de ton core business. Pas qu'un peu. Ouais. Et je pense que j'avais conscience que ça allait être du travail, mais je n'avais pas suffisamment conscience du temps que ça allait prendre. Et assez vite, en fait, ce sujet du M&A m'a pris un bon tiers de mon temps, Ouais. voire un peu plus à certains moments. Ouais. Parce que, effectivement, le sourcing, ça prend du temps, même si on arrivait avec des opportunités qui étaient préqualifiées. Moi, à un moment, je faisais 2 à 3 calls avec des fondateurs et des dirigeants par semaine, sur lesquels certains allaient un peu plus loin, on allait creuser le produit, on allait creuser la stratégie du go-to-market, etc. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup de temps. Et puis évidemment, je ne parle même pas des deals qui sont allés jusqu'au bout, où il a fallu évidemment accompagner les due deals, faire l'intégration, etc., etc. Et donc, finalement, là où PSG nous a aussi aidé en dehors de la méthodologie, ça a été de s'assurer qu'on était suffisamment structuré pour absorber ce défocus et absorber ce focus sur le M&A. Comment? En s'assurant qu'on ait un COMEX, une C-suite qui soit suffisamment expérimentée, qui puisse prendre le relais sur l'opérationnel Ouais, bien sûr. au quotidien, puisque moi à l'époque, quand PG est arrivé, j'avais beaucoup de responsabilités, et donc c'était important d'avoir des gens sur lesquels je puisse me reposer pour me focus sur le M&A. Et deuxièmement, qui puissent intervenir dans certaines étapes des due diligence ou des discussions sur des sujets tech, sur des sujets produits, sur des sujets de Oui. go-to-market, pour amener leur expertise et évidemment ensuite travailler sur l'intégration, parce que ça c'est un gros travail. Donc, voilà. Donc l'équipe qui t'a entouré a aussi mis les mains dedans, quoi. Et t'étais obligé de te staffer autour de toi pour pouvoir, on va dire, absorber ces sujets-là, quoi. Pas mal. Elle n'intervenait, je dirais, que dans 5 à 10% des discussions que Ouais. moi j'avais. Ouais. Mais elle intervenait dans les moments cruciaux et surtout, elle gérait l'opérationnel au quotidien quand moi j'étais potentiellement plus impliqué sur ces sujets. Ouais, non, mais j'imagine que ça devait être. Donc il y a eu un switch aussi d'organisation en termes de C-level Complètement. pour pouvoir absorber tout ça et se mettre dans une position de réussite, quoi, finalement. Et ça, c'est hyper important. C'est pas juste on va faire du M&A, on va faire du M&A. Donc il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour avoir un terrain qui permet le succès, quoi. C'est exactement ça. Exactement, complètement. Je pense que effectivement l'organisation c'est un premier point. Il se trouve que nous on a pu s'appuyer sur PSG pour une autre partie de l'organisation qui était vraiment Ouais. la partie sourcing et la partie exécution. Ouais. Donc en fait PSG faisait à la fois ce rôle on va dire d'une équipe M&A internalisée et aussi d'une banque d'affaires Ouais, potentiellement. bien sûr. Donc nous on n'a pas eu besoin de travailler avec des banques d'affaires sur les deals parce que PSG avait internalisé complètement Ok. ce rôle-là. Donc voilà, on avait quand même une organisation qui était importante. Ouais, qui est importante. PSG, ils doivent avoir un sacré nombre d'informations quand même, parce que s'ils font ça avec tout leur portefeuille, ils doivent connaître tout le marché, quoi. Et complètement, du coup, ils ont développé un CRM qui est très très développé puisqu'ils mappent du coup des marchés assez complets. Ouais. Donc ils sont capables assez vite d'identifier notamment sur une opportunité qui n'était peut-être pas la bonne à un moment parce que elle n'était pas assez de chiffre d'affaires ou pas forcément rentable ou pas forcément encore sur tel ou tel marché. Identifier aussi des signaux faibles pour que certaines opportunités reviennent sur la table, les rappeler, les requalifier, etc. Donc c'est une belle machine. Très belle machine. Ouais, non, mais j'imagine que ça devait être une belle machine. Mais c'est vrai que c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Non. Quand on est à l'extérieur et qu'on Non. voit ça, on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment une grosse machine qui est en marche et qui permet en fait de réaliser tout ça. Complètement. D'un point de vue chiffre, tu es capable de nous dire combien de boîtes à peu près tu as screené vraiment Ouais, Et finalement, il y en a 3 qui sont arrivés au bout, mais on parle quoi de quel pourcentage à peu près? je pense que j'ai dû faire des calls avec plus d'une centaine de fondateurs et de dirigeants de boîtes. Ok, donc ça Voilà, prend vraiment du temps. entre 1, 2, 3 calls par Ouais. semaine pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ouais, ça prend du temps. Ouais. Parce qu'évidemment, tout ça, ça se prépare. Parce qu'évidemment, à chaque fois, il faut être capable en 1 heure de temps, parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps à des dirigeants, de bien comprendre leur business et de voir si il y a une opportunité. Parce que
voilà, nous on avait un peu aussi développé un playbook sur ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Ouais. Donc tout ça prend du temps. Ensuite, après ces calls-là, on avait parfois prêts, des prêts LOI, ou en tout cas des offres où on disait voilà, on serait potentiellement intéressé par votre business sur tel valo, telle opportunité de synergie, etc., etc. Donc ça, c'était peut-être une vingtaine de boîtes qu'on a regardé d'un peu plus près. On a dû envoyer moins d'une dizaine de LOI, je dirais 6-7, pour finalement faire 3 acquisitions effectives. Ouais, donc gros travail, mais qui paye à la fin quand même. Ouais. Qui paye à la fin, même si, pour être tout à fait transparent, nous on avait des ambitions un peu plus fortes encore. On pensait réussir à faire plus de deals. C'était quoi la target? La target, c'était on avait l'ambition de faire au moins 5, 6, 7 acquisitions. L'idée c'était d'en faire 2 par an, à peu près. Ah ouais. 2 par an, on en a fait 3 sur 4 ans. Donc on avait un peu cette petite frustration. Donc ça n'a pas été un problème de sourcing, ça n'a pas été un problème d'être capable de mapper correctement le marché, mais on s'est rendu compte finalement que notre framework d'acquisition et nos exigences étaient aussi élevées parce qu'on ne voulait pas faire de concessions. On ne voulait pas faire de concessions sur la typologie de clients adressés, le chiffre d'affaires. On voulait que les boîtes fassent un certain chiffre d'affaires aussi parce que on en reparlera, mais une acquisition, il y a quand même un coût fixe. Donc, que ce soit une boîte de 1 personne ou une boîte de 100 personnes, mais il y a quand même du travail, quoi qu'il arrive. Et donc, ça prend du temps. On s'en est rendu compte parce qu'on a fait une petite acquisition à un moment et on s'est rendu compte que ça prenait quand même du temps. Et puis, on voulait aussi avoir des acquisitions qui puissent nous apporter de la valeur, des synergies et avec une intégration produit très forte. C'est aussi un critère très important. Oui, justement, je voulais aborder ça. C'était vraiment l'intégration produit. Comment vous avez vu ça? Parce que est-ce que vous vouliez juste finalement ajouter du chiffre d'affaires ou amener une brique en plus fonctionnelle dans votre façon dans votre panel de produits finalement? Enfin, comment vous avez vécu ça et comment vous avez choisi et fait ces arbitrages-là? Moi là-dessus, j'ai été assez ferme. On a été assez ferme avec l'équipe sur la typologie d'acteurs qu'on ciblait, la typologie de boîte qu'on voulait intégrer. Évidemment, du point de vue du fond, c'est plus difficile de comprendre ces sujets-là. Et évidemment, pour eux, on était plus dans une approche souvent d'additionner du chiffre d'affaires, même si évidemment il fallait créer des synergies de la valeur. Donc nous, notre rôle, c'était vraiment d'essayer de bien défendre ce point-là, mais qu'est-ce qui va vraiment créer de la valeur? C'est pas juste le fait de racheter une boîte qui fait 5 millions et de la rajouter à une autre boîte qui fait 10 millions, mais c'est de se dire comment on fait le 1 plus 1 égale 3. Et ça, c'était vraiment notre rôle en tant qu'équipe dirigeante. Et donc, là-dessus, on avait vraiment 3 critères qui étaient clés. Le premier, c'était, je le disais juste avant, c'était la typologie de clients qu'on adressait. Donc nous, on adressait des TPE, des PME françaises. Notre objectif, c'était d'avoir des boîtes qui adressent ce marché. Pourquoi? Parce qu'on voulait être capable d'avoir un produit qu'on puisse proposer à nos clients existants. Et donc, on avait aussi commencé déjà à cibler quels étaient les produits demandés par nos clients, quels étaient les add-ons potentiels que nos clients voulaient. Typiquement, voilà, on savait qu'aujourd'hui, on voulait une brique marketing parce que nos clients nous le demandaient, une brique de gestion de trésorerie. Donc, on a fait 2 acquisitions sur ces sujets-là parce que c'était une demande de nos clients et il fallait que le produit soit adapté à leurs besoins, donc adapté à la taille des clients. Donc ça, on ne faisait pas de concession là-dessus. Le deuxième sujet, ça a été un sujet humain parce que c'est un sujet très important. On voulait avoir une équipe dirigeante, des fondateurs, des dirigeants qui comprennent l'intérêt de s'adosser finalement à un acteur industriel, de rejoindre un groupe, souvent même systématiquement plus gros qu'eux, parce qu'on rachetait toujours des boîtes qui étaient plus petites, et qui y voyaient de l'intérêt pour leurs produits, pour leur aventure entrepreneuriale. Donc ça, c'était important. Et qui comprenaient aussi, en dehors du projet, quelles concessions il devait faire aussi sur, tu n'es plus dirigeant ou entrepreneur seul dans le cockpit, tu vas devoir aussi lâcher une partie de la liberté de décision, même si tu vas construire ensemble. Et puis le dernier point, c'est le produit justement. Nous, on était convaincus qu'il fallait, pour pouvoir vraiment créer de la valeur, avoir des intégrations de produits fortes, très fortes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de se dire, ok, celle-ci, on est une solution qui est très centrale pour nos clients, on est vraiment une espèce d'operating system commercial et financier. Donc voilà, nos clients nous utilisent beaucoup au quotidien. Le but d'une acquisition, c'est vraiment de rajouter un produit dans lequel finalement l'intégration entre celle-ci et ce produit est la meilleure du marché. Si je prends l'exemple de la gestion de trésorerie, qui est la première acquisition qu'on a faite, il y avait pas mal d'acteurs de la gestion de trésorerie qui s'étaient lancés sur le marché français. Agicap était vraiment la boîte la plus connue. Et
On était intégré d'ailleurs avec plusieurs acteurs. Comment expliquer à un client TPE-PME, lui dire voilà, il faut prendre l'intégration entre celle-ci et Rocketchart, qui est la boîte qu'on a rachetée, justement parce que cette intégration, c'est la plus poussée qui existe entre un acteur de la facturation et une solution de gestion de trésorerie. Et ça, c'était vraiment comme ça qu'on voulait créer de la valeur. Là où, à l'inverse, on ne voyait pas forcément d'intérêt à racheter une boîte qui était trop éloignée de notre sujet, sur lequel on allait juste devenir un revendeur de solutions. Ce n'est pas ça notre business. Oui, bien sûr. Très très clair. Alors on a une question de Cédric Coulon, donc j'en profite. Voilà. On fait de la tech, hein, donc c'est une question sur la tech. Comment les équipes de celle-ci ont vécu ce changement de strat et en particulier les équipes tech. Comment on gère la com en interne sur ce genre de sujet et puis je pense qu'il y a le sujet de stratégie qui forcément amène des questions et il y a aussi, à mon avis, les sujets tech, c'est-à-dire comment on va faire pour intégrer un nouveau produit avec sa stack technique, comment on va faire pour mélanger les cultures. Donc on est en train d'aller un peu plus vers comment on intègre une boîte, mais c'est intéressant de répondre à la question de Cédric. Complètement. Déjà, en fait, le premier switch qu'on a eu, ça a été un switch de on fait tout par nous-mêmes à maintenant on va intégrer des boîtes, on va intégrer des nouveaux produits. Ce qui, en fait, dans une culture très start-up, très entrepreneuriale, n'est pas évident. Parce qu'on a toujours été habitué, en tout cas dans les débuts, à se dire voilà, on a une idée, on développe, on lance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on est même allé, je pense, un peu trop loin, puisqu'on avait une galaxie de produits et d'add-ons. On avait un concurrent qui était un concurrent de Shopify, un concurrent qui était un concurrent de Jira. Enfin voilà, on avait développé un concurrent de Zendesk, on avait une brique de support. Ce qui, à l'époque, on était très start-up, c'était évidemment très puissant, mais il y a un moment, on s'est rendu compte qu'on était sur beaucoup trop de fronts en même temps et qu'on était un peu défocus sur notre proposition de valeur, on va dire core, qui était la gestion financière et commerciale. Donc on a arrêté ces produits, on les a décommissionnés et on s'est dit ok, maintenant notre objectif c'est avec nos équipes tech de pouvoir vraiment continuer à itérer, à améliorer la proposition de valeur sur la gestion commerciale et financière et sur les sujets qui sont un peu plus add-on, qui sont un peu plus on va dire satellites, on va aller racheter des boîtes. Donc ça a été ce premier switch d'expliquer ça aux équipes, de se dire ok, maintenant tout ça fait du sens. Ça fait du sens sur le focus, ça fait du sens aussi sur la maturité de la boîte. Le deuxième élément, ça a été de se dire on va intégrer des nouvelles équipes. Voilà, donc du jour au lendemain, il y a 5, 10, 15 collègues qui vont rejoindre la boîte, qui vont rejoindre l'organisation, parfois avec des sujets de langue aussi, on y reviendra peut-être, et aussi avec des vrais sujets de compétences et de stack techniques, puisque nous, on a racheté des boîtes qui avaient toutes des stacks techniques très différentes de celles de celle-ci. Donc ça a été un vrai challenge. Voilà, on a eu celle-ci... c'est du PHP, on a racheté des boîtes Ruby on Rails, on a racheté des boîtes en .NET, on a racheté des boîtes en Node.js. Donc on a vraiment racheté des boîtes qui avaient des stacks différentes et donc avec des développeurs qui avaient des compétences différentes et donc sur lesquels on n'a pas toujours pu mutualiser. Donc on a eu des vraies finalement questions stratégiques et organisationnelles à se poser. Et c'est là où d'avoir une équipe de management sur la partie technique, un CTO, un VP Engineering qui est de l'expérience et qui puisse un peu prendre ces sujets a été extrêmement important pour se dire ok, on va peut-être former des équipes pour qu'elles apprennent des nouvelles stacks, on va réfléchir à l'architecture du produit. Donc voilà, il n'y a pas je pense de recette toute faite là-dessus, mais nous on a dû avoir une stratégie, une vraie roadmap sur l'intégration. D'accord, donc ça veut dire que les équipes tech des boîtes qui ont été acquises, donc vous avez intégré les développeurs dans les sprints, dans vos méthodos, dans vos process. Absolument. D'accord, hyper Absolument. intéressant. Dans l'organisation, nous, le CTO de celle-ci était le patron de l'ensemble des équipes tech de celle-ci. Le CPO était le patron de l'ensemble des équipes produits. Donc on a vraiment organisé, même si évidemment, quand on avait une squad qui travaillait sur typiquement notre solution de marketing qui était en .NET, squad de gens qui codaient que en .NET, ils sont restés squad .NET, mais par contre ils ont été intégrés complètement dans nos méthodos. Donc ils n'étaient pas en stand-alone de leur côté, quoi. Il y avait une vraie intégration. Ok. Et si tu avais un conseil à donner sur ça, parce qu'il y a dû y avoir des frictions au début, non? Il y a eu des frictions. Je pense que là-dessus, c'est deux choses. Un, c'est un vrai sujet managérial. C'est là où vraiment l'expérience d'un CTO et nous, je parlais tout à l'heure du recrutement du COMEX pour faire des acquisitions, ça a été essentiel.
évidemment, un bon CFO pour faire une acquise, c'est très important, Ouais. mais un bon CTO dans le contexte tech aussi, un CTO qui a l'expérience d'intégrer des boîtes tech, ça a été aussi pour nous crucial. Et donc, on avait fait ce choix avant. Et évidemment, ça a été déterminant dans la capacité de communiquer auprès des équipes, de pouvoir faire ces intégrations dans le bon timing avec la bonne roadmap. Et puis ensuite, oui, faire je dirais, travailler la culture aussi commune, Ouais. parce qu'évidemment, même s'ils travaillent sur des sujets différents, voilà, il y a des sujets de méthodo et des sujets de culture, et voilà, on Ouais. a vraiment travaillé ces sujets de culture. Ok, ouais, j'imagine qu'il y a dû y avoir des sujets de méthodo, parce que j'imagine que tous ne bossaient pas en sprint, il y avait une façon de fonctionner qui était Complètement. différente. Donc c'est hyper intéressant de parler vraiment de tout ça parce qu'on voit la strate financière, on voit la strate technologique qui est aussi liée au métier et aux produits. Et alors moi je voulais revenir un peu en arrière, qui est un sujet évidemment quand on travaille dans la tech on en parle très souvent, mais quand tu fais une acquisition, est-ce que vous aviez une vraie idée de la dette technique qu'il pouvait y avoir dans l'acquisition? C'est-à-dire qu'est-ce que vous étiez au courant de ce que vous achetiez ou pas? Parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Si tu découvres de la dette technique au bout d'un certain temps, c'est quand même un investissement en plus pour résorber cette dette. Est-ce que vous avez eu ce cas-là? Et si tel est le cas, et comment vous avez géré ça, quoi? Oui et non. Euh, oui, on avait une bonne compréhension de ce qu'on achetait, et d'ailleurs, on ne faisait pas de concessions sur la qualité de la tech. Oui. Comment on s'assurait de ça? On a systématiquement fait des due deal tech sur Ouais. toutes nos acquisitions. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça, c'est ça, c'est bien. Avec évidemment, selon la taille, la maturité et le risque aussi afférent Mm. à ces acquisitions, un niveau de travail plus ou moins important. Certaines due deals ont duré quelques jours, là où d'autres ont duré quelques semaines. Évidemment, on a su doser un Sûr. peu ces due deals en fonction des sujets. Donc ça a été le premier point. Maintenant, sur une due deal de quelques jours, de quelques semaines, c'est extrêmement important, mais on va évidemment découvrir des choses en travaillant ensemble dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Donc là-dessus, et aussi deuxième point, il n'existe pas ou peu, enfin même pas de boîte qui n'a pas de dette technique, Non. c'est systématique. Alors évidemment, on a fait différents types de rachats, on a racheté des boîtes qui étaient très très jeunes, notre première acquisition, c'était une boîte où les 3 fondateurs avaient créé la société il y a 1 an, avec une stack moderne, Node.js, qui était déjà en plus intégré à celle-ci avant qu'on fasse l'acquisition. Donc là-dessus, les sujets d'intégration ont été beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Là où on a racheté aussi des boîtes un peu plus anciennes, des boîtes qui avaient plus de 10 ans, Mhm. .NET par exemple, là où sur lesquelles l'intégration a été plus longue, plus difficile. Et là, effectivement, on a eu quelques surprises. Quelques surprises qui, avec le recul, étaient difficiles à évaluer, puisque à chaque fois, comme je le disais, on a voulu intégrer pleinement les produits dans la solution, celle-ci, core, historique, et aussi dans l'expérience client. On voulait un maximum que nos clients qui allaient utiliser finalement ces add-ons issus d'acquisition puissent ne pas faire la différence entre l'expérience celle-ci et l'expérience de ces add-ons. Donc, on voulait que tout soit très fluide. Et donc, ces intégrations, on les a toujours un peu minimisées. Ok. Pour être tout à fait transparent, parce que on avait envie que les choses aillent vite, parce que on voyait très bien comment y arriver, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure finalement que ça prenait un peu plus de temps. Et là, si j'ai un conseil à donner, c'est de pas sous-estimer finalement l'impact de ces intégrations produits sur la roadmap du core product, la Ouais. roadmap de l'existant, parce que évidemment, on a fait des acquisitions qui étaient beaucoup plus petites que celle-ci. Donc, on va dire que 90% plus du chiffre d'affaires venait et vient encore de notre socle historique. Et donc, finalement, quand on va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an sur une intégration au lieu de 3 mois ou 4 mois prévus, on va se défocuser. Mhm. On va perdre du temps sur la roadmap core. Donc là-dessus, c'est quand même aussi un sujet qui a été pas toujours simple pour nous, sur lequel on a eu quelques déconvenues, même si je pense que ça fait partie Et de l'expérience. alors c'est très intéressant parce que j'ai une question d'Agnès qui justement euh, on touche un peu à la culture de la boîte. Euh, enfin l'intégration des dirigeants des Ouais. acquisitions, voilà, intégrés au COMEX de celle-ci ou pas. Ouais. Enfin, enfin voilà, comment vous avez fait? Là-dessus, on a fait des choses assez différentes selon les acquisitions. Pourquoi? Parce qu'on a eu aussi différents types de fondateurs ou de dirigeants. On a eu des fondateurs qui nous ont dit dès le début,
nous, on veut transmettre et on veut partir. Donc ça, c'est, voilà, on veut vendre parce qu'on veut faire autre chose. Voilà. Donc on a là-dessus construit un plan avec eux pour faire en sorte que ce départ soit finalement le plus fluide possible et évidemment que ça n'impacte pas l'intégration de l'acquisition. Parce qu'évidemment, quand on rachète une boîte de, en l'occurrence, 5, 10 personnes, le niveau de compétence et de dépendance des fondateurs est quand même relativement élevé. Donc comment on fait en sorte que la transmission de la connaissance puisse se faire de manière efficace pour que lorsque le départ se fait, le business et la tech ne soient pas à risque. Donc ça a été un premier exemple. Mais c'est des règles qui sont en fait déjà en LOI, il y a déjà, ce sujet est déjà backé ou est-ce qu'il vient après l'acquisition? On a travaillé en bonne intelligence avec les fondateurs à chaque fois pour essayer de trouver un système qui soit protecteur pour nous et en même temps qui leur donne envie de faire cette session. Donc typiquement, si je prends l'exemple des fondateurs qui ont voulu nous quitter, on a travaillé à faire ensemble en sorte qu'ils aient un earn-out, donc une partie, un complément de prix, non pas sur la performance en l'occurrence, mais sur la transmission de connaissances et de la rétention pure. Donc, voilà, donc il faut que vous restiez avec nous pendant 1 an et que voilà, il y ait certains milestones qu'on avait définis qui évidemment sont jamais parfaits, mais en tout cas au moins ça donnait un cadre. Bien sûr. Et donc voilà, et ça s'est très bien passé. Voilà, ils sont partis en ayant transmis la connaissance comme prévu et leur en-out, etc. Donc ça a été un premier exemple. À l'inverse, on a aussi un autre cas quand on a lancé l'Espagne. Donc on a racheté une société qui s'appelle Kipou à Barcelone. Et là, c'était vraiment une stratégie de lancement de nouveaux marchés. Enfin, le lancement de nouveaux marchés qu'on n'avait pas réussi à faire. Et là, pourquoi on a fait du M&A? Parce qu'on voulait s'appuyer sur tous les actifs de la boîte. Évidemment, la tech, la solution, parce qu'on rachète des boîtes de tech, mais aussi la marque, parce qu'on veut s'entrer sur un marché et celle-ci n'existe pas sur le marché espagnol, donc personne ne connaît celle-ci. Donc comment on s'appuie sur la marque existante? On s'appuie aussi sur les dirigeants et l'équipe dirigeante. Et donc là-dessus, là, c'est une toute autre histoire, parce que là, on a besoin d'avoir une équipe et des dirigeants qui ont une expertise en local et qui vont pouvoir finalement nous accompagner dans le lancement de ce nouveau marché, puisque nous, c'est un tremplin. Et donc là, on a construit finalement des modes de rétention complètement différents, avec là des earn-out plutôt à la performance, parce qu'en plus de ça, les dirigeants avaient envie de rester, et aussi de faire en sorte de leur donner des nouvelles responsabilités dans cette combinaison qui soit pour eux intéressante. Donc vraiment des cas de figure assez différents. Et dans les modèles financiers, est-ce qu'il y avait aussi un paiement papier dans le sens où ils prenaient une partie, ils étaient alignés avec le groupe sur les performances? Il y a l'earn-out en eux standalone, j'imagine, mais il y avait par rapport au groupe, quoi. On a fait des choses aussi assez différentes là-dessus. On avait des rachats qui étaient 100% cash. On a fait des rachats qui étaient un mélange de cash et de réinvestissement. Donc on leur demandait de réinvestir une partie, et ça c'est assez classique, une partie des fruits de la vente dans le groupe. Donc le groupe, celle-ci plus les acquisitions. Donc voilà, pour avoir du skin in the game, donc s'assurer qu'ils soient incentivés sur la durée, notamment quand on veut qu'ils restent. Et aussi parfois avec un package d'incentives supplémentaires, donc des actions gratuites ou stock options supplémentaires pour évidemment les rémunérer sur la performance du groupe. Super. Donc là-dessus, des choses intéressantes. Et en termes d'organisation, aussi des choses très différentes. Des gens qui ont été intégrés vraiment dans les équipes opérationnelles, comme des gens qui ont pris des rôles de leadership forts. Si je prends l'Espagne, par exemple, le dirigeant et le fondateur de la boîte qu'on a rachetée est devenu notre country manager Spain. Ok. Donc, très bien. Question de Pablo. Quels outils pour assurer la rétention des collaborateurs clés lors des acquisitions? Sujet important. Sujet très important, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants, il n'y a pas que les fondateurs. Et là aussi, nous, on a développé différents outils. On a développé des outils, donc je parlais juste avant, de stock option, actions gratuites en tout cas, d'incentive en equity, plutôt pour des collaborateurs managers. Donc des gens qui avaient un niveau de management, c'était un peu la règle qu'on avait, il fallait vraiment un certain niveau de management, donc nous c'est les head-off et les VP qui pouvaient bénéficier de ce système-là. Chez nous, tous les managers de celle-ci avaient un incentive, donc y compris dans les boîtes qu'on a rachetées. Et après, pour des profils plus contributeurs individuels mais key people,
on avait réfléchi à un système de bonus de rétention sur une durée de plusieurs années, qui est d'ailleurs un peu aligné avec notre méthode de notre système d'equity. Ok. Mais sous format de bonus pour simplifier aussi là-dessus l'administratif, parce que c'est des sujets qui sont évidemment peuvent être un peu lourds. Ok. Donc voilà. Et puis aussi leur donner, il n'y a pas que de l'argent, parce qu'on parle aussi de projets industriels quand on rachète une boîte. Donc comment on fait en sorte de leur donner finalement des opportunités de carrière et de développement pour eux, où ils y trouvent un intérêt, tout en maintenant ou améliorant la proposition de valeur employée qu'ils avaient dans leur ancienne boîte. Ok. Hyper intéressant. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 13 minutes. J'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes sur l'exit. Ouais. En fait, le timing, il était choisi ou il était opportuniste? Est-ce que déjà on peut en parler ou est-ce que et comment ça s'est réalisé? C'est-à-dire que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses de tout ça, je pense. Alors il était un peu les deux. Il était on savait quand on a fait la levée de fonds avec PSG Equity en 2021. PSG Equity est un fonds qui est un peu particulier parce que c'est pas un VC, hein. Ils ont une approche plutôt de growth et plutôt de private equity, hein. Donc d'ailleurs ils sont devenus assez vite majoritaires chez nous, notamment avec les acquisitions qu'on a fait. Mhm. Et donc, il était très clair que quand ils sont rentrés en 2021, il y avait une date de sortie qui était pas définie très précisément, mais qui était sur une période de entre 4 et 6 ans. Donc ça, là-dessus, on s'était parlé très clairement avec les dirigeants de PSG sur la trajectoire derrière de sortie. Il se trouve que cette sortie a eu lieu un peu plus tôt que prévu, puisqu'elle a eu lieu au bout de 3 ans et demi à peu près. Elle a eu lieu parce qu'il y avait un contexte de marché, déjà sur notre marché. Le marché français, sur le marché des solutions notamment de facturation et de pré-compta, est aujourd'hui très concurrentiel, avec aussi une grande vague de consolidation. Mhm. Il y a eu beaucoup d'acquisitions qui sont faites ces derniers mois et dernières années sur ce marché. Donc il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt d'acteurs français et étrangers qui veulent rentrer sur le marché français pour plein de raisons, parce que c'est un gros marché à l'échelle de l'Europe. C'est un marché qui est en train de se réguler avec la facturation électronique qui va arriver à partir de septembre 2026. Et donc ça, c'est une opportunité très forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une petite partie, moins de la moitié encore, dans les dernières stats des TPE-PME qui sont équipés d'outils Oui. pour gérer leur facturation ou recevoir des factures. Et elles vont être contraintes. Alors cette contrainte, c'est aussi une opportunité pour elles parce que toute cette gestion administrative, papier, elle est très Ouais. coûteuse pour les entreprises, on ne Ouais. se rend pas forcément compte. Mais elles vont devoir s'équiper d'outils pour recevoir et émettre des facturations électroniques dès septembre 2026. Septembre 2026 pour recevoir, septembre 2027 pour émettre. Ouais. Et donc évidemment, tout ça est une opportunité très forte pour les solutions qui sont sur ce marché, dont celle-ci évidemment fait partie. Donc voilà, il y a une opportunité de marché, il y a eu des marques d'intérêt de différents acteurs, et donc nous aussi, on y a vu une opportunité à s'adosser avec un acteur industriel qui a une expérience sur le marché de la facturation électronique. Et c'était vraiment pour ça que Team System était un excellent fit pour celle-ci. Pourquoi? Parce que Team System est un acteur italien. C'est un groupe italien un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, plus de 5000 salariés, qui a commencé sur les solutions d'expertise comptable en Italie et puis qui s'est développé sur des solutions de gestion, de facturation pour les TPE, pour les PME. Et l'Italie est le premier pays en Europe à avoir déployé la facturation électronique. Donc voilà, je rappelle, c'est une directive globalement européenne, mais tous les pays peuvent la déployer avec des agendas un peu différents. Et donc 2019, si je ne me trompe pas, ou 2018 pour l'Italie. Et donc ils ont une expérience très forte sur ce sujet-là. Ils l'ont vécu en Italie. Ils se sont aussi maintenant développés en Espagne. L'Espagne va aussi lancer la facturation électronique. Alors ça devait être en janvier 2027, mais le gouvernement a annoncé il y a 1 semaine ou 2 semaines qu'ils allaient décaler d'1 an. Ils se sont lancés aussi en Turquie, qui a eu aussi la même démarche. Ils se sont lancés aussi en Israël. Donc voilà, donc ils ont lancé pas mal de marchés qui ont la facturation électronique et donc qui sont vraiment une expérience très forte. Et nous, on y a vu une opportunité aussi de s'associer avec un acteur qui avait cette expérience, qui pouvait nous apporter finalement cette expertise très forte pour pouvoir finalement faire partie des acteurs qui allaient bénéficier pleinement à 100% de cette opportunité et qui allaient pouvoir accompagner finalement nos clients TPE-PME parce que c'est un gros changement pour eux. Donc pour nous, une opportunité de marché aussi, timing. Oui,
Et à ce moment-là, quand Team System vous a approché, il y avait d'autres acteurs aussi. Enfin, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver. Oui, complètement. Il y a plusieurs acteurs qui opèrent sur ce marché. Team System Ouais. a des concurrents, d'autres concurrents en Europe qui s'intéressaient pour beaucoup Ouais. aussi à celle-ci, hein. Donc, évidemment, ça c'était intéressant pour nous. Donc, on s'est dit que c'était potentiellement le bon timing, sachant que c'est un rachat industriel, mais c'est aussi l'opportunité de continuer notre plan d'acquisition, Ouais. puisque Team System a l'ambition de racheter aussi d'autres boîtes en France. Et ça nous a beaucoup plu, parce que ils ont investi sur la stratégie existante, y compris d'acquisition, et prêts aussi à nous donner les moyens de les faire. Donc Ok. c'était très fort pour nous. Et puis, pour avoir vécu Oui. une expérience similaire en rachetant une boîte dans un autre pays, je sais à quel point une entreprise étrangère qui veut se lancer sur un marché va valoriser 100% des assets, comme je le disais, évidemment la tech, les clients, mais aussi les équipes. Et ça, c'était extrêmement important pour moi, parce que on a beaucoup investi dans les équipes depuis plusieurs années, et c'était important pour faire en sorte que ces équipes puissent continuer à se développer dans un projet industriel qui soit ambitieux. Super. Et puis en plus, tu connais maintenant, t'es de l'autre côté de la table, donc, Et complètement, donc tu connais mieux on va dire le process et tu vois aussi ce que cherche un acquéreur dans une boîte, quoi. Donc c'est ouais. vrai. J'imagine que c'est plus simple aujourd'hui pour toi de te positionner et la façon dont vous avez discuté avec Team System, quoi. Complètement, et effectivement, ouais, c'est similaire. Il reste presque pas de temps, hein, il reste 5 minutes. Sujet un peu conclusion, je vais évidemment te laisser la parole sur ça, mais qu'est-ce que tu referais différemment? En fait, c'est quoi ton conseil de CEO sur tu vois, ces stratégies d'acquisition, que ça soit en perso ou en stratégie corporate, quelles seraient les deux, trois choses que tu conseillerais? D'abord, ne pas sous-estimer, et pourtant tout le monde le dit. Mm. Il suffit de lire tous les livres qu'on peut lire sur les livres qu'on peut lire sur les acquisitions, ou les échanges qu'on peut avoir avec d'autres dirigeants. Ne pas sous-estimer la difficulté d'intégrer des acquisitions. C'est difficile, ça prend du temps. Il y a beaucoup de sujets qui sont des vrais challenges. On a parlé des sujets techniques Mhm. qui sont des vrais sujets, mais on n'a pas beaucoup parlé des sujets culturels, et notamment sur les acquisitions internationales. C'est vraiment un sujet qui peut être difficile, parce qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes habitudes de travail, et donc tout ça va prendre du temps, et le fait de s'aligner sur ces sujets va ralentir potentiellement le reste. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'humain, parce que quand on parle acquisition et que on réfléchit à un framework d'acquisition, évidemment, les choses rentrent facilement dans un tableau. Ah super, c'est le produit qui est une bonne combinaison avec ce produit. Ah, c'est la même stack technique. Ah, je vois très bien comment on va faire du cross-sell. Mais derrière, c'est l'humain qui va porter ces projets. Ouais, bien sûr. Et donc, si on n'a pas, on prend pas suffisamment le temps, et qu'on ne met pas suffisamment aussi les moyens de gérer cette intégration humaine, le reste des projets va forcément un peu en pâtir. Donc ça, effectivement, je dirais pas que je ferais les choses différemment, mais peut-être que je serais encore plus regardant qu'on l'a été sur ces sujets, et aussi sur l'évaluation du temps de ces projets. Donc ça, c'est un point important. Après, de manière générale, je pense que c'est une opportunité incroyable aussi. Il ne faut pas parler que des problèmes. Je pense que c'est aussi une opportunité dingue d'accélérer son business. Pour nous, on a eu des succès super forts sur le M&A, avec des boîtes sur lesquelles on a réussi à multiplier par 6, par 7 le chiffre d'affaires des acquisitions en quelques mois, parce qu'on avait trouvé le bon fit, et qu'on avait la bonne base client aussi pour faire des synergies. On a réussi aussi à créer des aventures humaine et entrepreneuriale qui était formidable, parce qu'on a recruté des talents aussi dans les acquisitions, et ça c'était génial, des talents qui sont encore avec nous aujourd'hui, et puis on continue de bâtir encore des projets à plusieurs. Voilà, donc pour nous ça a été quand même un formidable accélérateur, et c'est pas terminé. Je le disais, je pense qu'on va continuer à faire de belles choses en France avec Team System demain. Donc voilà, moi, super expérience autour du M&A, Super. malgré tout. Merci beaucoup. Écoute, on va finir sur ça. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci pour tous ces retours d'expérience qui sont, à mon avis,
de grande valeur pour ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous d'avoir passé 1 heure avec nous. Je vous dis au mois prochain avec un nouvel invité. Victor, à la prochaine fois. Merci. Salut. Ciao. Salut.